Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs sur RTV, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les Good News avec la 8e session du Panorama International Short Film Festival organisé par Kamal Aouij à Tunis. Pour le bien-être, il est là avec nous, Ludovic. Et oui, l'éboueur parisien, il est là avec nous. Il va nous parler justement de ses missions, de son amour pour son métier. On en a bien besoin ici à Paris et je pense dans le monde entier. Donc il va venir nous donner des beaux messages. Pour la culture, nous serons avec Jean-Pierre Colombiès, un sacré personnage, auteur du livre 34 polices déconnexion et aussi auteur de quelques pièces de théâtre. Et oui, après la police, il fait la comédie, il est l'écrivain. Lui aussi, c'est tout un personnage avec nous. Et pour l'instant coaching, elle est là avec nous, Evelyne Bouillon. Et oui, notre coach chouchou, chroniqueuse, formatrice. Bien, aujourd'hui, elle va nous donner des conseils pour apprendre à dire non. On en a besoin, oui, non. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour. Oh, on est calme là, hein. Tout à l'heure on n'était pas calme. Hein. Ah là 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 là. Ah oui. Après chacun votre rubrique, vous allez nous parler, nous donner des conseils, puis surtout nous parler de votre parcours. On va apprendre à vous connaître. Bon, Evelyne, toi on te connaît très bien, mais justement Ludovic Franceschi, lui aussi on va apprendre, puisqu'il a écrit aussi un livre, hein, comme notre invité Jean-Pierre Colombiès. Mais on va commencer d'abord l'émission Tout en couleurs par les Good News avec le succès de la 8e session du Panorama International Short Film Festival organisé par Kamal Aouij et qui a eu lieu du 7 au 11 février à la Cité de la Culture à Tunis. Plusieurs courts-métrages ont été mis à l'honneur venant de différents pays. Égypte, Maroc, Algérie, Syrie, Liban, Sénégal, Turquie, France, Palestine, Espagne et j'en passe, tellement de pays. Il est important justement de mettre en valeur et surtout de mettre en avant la créativité de ces réalisateurs venant des 4 coins du monde. L'art se doit d'être transmis. Eh bien, on va regarder ensemble. جيب غريبة تغسلها ما بيجوز. Bravo encore à Kamal Aouij pour justement ce festival court-métrage
qui, justement, ça vous fait parler, ça, hein? Ah oui, 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 les courts-métrages, moi j'aime beaucoup parce que c'est un tremplin pour de jeunes réalisateurs qui n'ont pas les moyens de faire des formats longs. Et donc c'est toujours oui, c'est un tremplin, c'est initiatique presque pour certains. Et bon, j'ai assisté à Cannes à l'époque, en 2002, à ce festival, pour une raison simple, c'est que l'un des courts-métrages auxquels j'ai participé avait été sélectionné, avec Moussa Maskri en acteur principal, qui est bien connu, qui tourne beaucoup à Marseille d'ailleurs. Et donc voilà, donc une petite tendresse pour les courts-métrages. Il ne faut pas que ça disparaisse, c'est très compliqué, parce que c'est très peu diffusé, il faut les encourager. C'est bien que les salles proposent à des réalisateurs qui sont ou jeunes ou désargentés de se produire et de proposer ce qu'ils sont capables de faire. C'est sûr, c'est important. Evelyne, justement, ces courts-métrages, ces festivals. Oui, c'est ça, c'est la jeunesse, c'est les nouveaux courants. Très souvent, les très grands d'ailleurs réalisateurs ont commencé par ça. Donc on sait très bien qu'il y a des graines de talent à surveiller, c'est passionnant. En plus, là, quand c'est multiculturel, je trouve que c'est encore plus enrichissant. Ludovic, alors on vous verra dans un court-métrage? Peut-être, effectivement. Ça vous tente? Ouais, ça va peut-être tourner cet été. Ah, en plus, synchronicité. Ah là, moi ça y est. Exclusivité. Aïe, 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 exclusivité RTV. Ah, justement, là, on va passer avec vous au bien-être. Hein. Donc, vous êtes éboueur parisien, TikToker. Vous avez, je crois, 290 000 abonnés. Hein. Ouais, alors là, j'ai 295 000. Ah, ça monte, là, ça monte. On approche des 300 000. Ah oui, 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 ça monte énormément. C'est vrai que vous avez une grande communauté qui monte et qui ne cesse d'augmenter. Ce qui est important, c'est d'avoir un noyau. Voilà. Tant qu'on a ce noyau-là, après... Un noyau dur qui puisse... Exactement, c'est eux qui poussent tout ça. C'est ça, exactement, et qui partagent dans les réseaux et tout. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé Vous avez écrit donc le livre, hein, vous êtes venu avec le livre. Plus tard, tu seras éboueur. Donc... qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir éboueur et à être après dans les réseaux? Moi, quand j'étais petit, déjà, j'étais caché derrière mon cyprès et je voyais ces éboueurs, rippers, qui prenaient nos poubelles. Et là, je me voyais à leur place tout de suite. Et après, j'ai arrêté de les observer. J'ai pris mon petit sac et je l'ai apporté dans le camion Ben pour les aider. Et là, le déclic est venu. Vous aviez quel âge? Oula, j'avais 5-6 ans. Donc déjà, sinon vous aviez déjà cette pensée de nettoyer. Oui, tout le temps. Même quand j'allais chercher les escargots, quand j'allais aux champignons, je voyais ces décharges improvisées. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ou alors quand j'allais à la pêche, des étangs remplis de polystyrène. Et je voulais aller le chercher, mon beau-père il me prenait par le col, hein, parce que c'était hyper dangereux. Bah, bien sûr. Et non, déjà, moi, je suis très sensible à tout ça. Quoi. Il faut vraiment, alors, ma vie, c'est un stop, en fait. Je veux stopper tout ça. Je veux consacrer ma vie à la propreté et à dire stop. Parce que l'avenir de la planète, c'est la propreté, c'est pas l'inverse. Exactement, l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants. Exactement. On se dit, mais quelle planète on laisse à nos enfants? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui va rester, justement, de cette belle planète? En parlant de ça, justement, je pars aussi, là, dans quelques jours, je vais dans les collèges pour les sensibiliser. C'est important. Des classes de 5e et 4e. Pour parler du métier d'éboueur, mais aussi l'impact du déchet, donc juste apprendre à jeter à la poubelle. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous valorisez le métier d'éboueur. Parce que je sais qu'il y avait des fausses croyances. Ah, tu finiras éboueur. On avait toujours l'image, ah, si tu travailles mal à l'école, tu finiras éboueur. Alors qu'en réalité, sans vous, bah, ce serait catastrophique. Je pense qu'il y aurait des rats partout, des cafards partout, et ça sentirait mauvais, mais en plus, il y aurait des maladies. Ça serait une vraie décharge publique, en fait, ça. Tout simplement. Et nous, on est en première ligne, en fait. On disait au temps du Covid, par rapport au masque, on disait qu'on était en deuxième de cordée. Non, non, pas du tout. Hein. On est en première ligne, vraiment, parce que grâce à nous, les rues sont propres, il faut le dire, c'est vrai. C'est vrai. Alors après... Il ne faut pas dire non plus que si les gens ne jettent pas par terre, vous n'aurez plus de boulot. Non, non, pas du tout. Hein. Le temps qu'on prend pour enlever les incivilités, c'est du temps qu'on n'a pas pour faire autre chose. Parce qu'un éboueur ici, à Paris, c'est pas que ramasser les déchets, c'est aussi collecter les bacs, c'est aussi laver les rues à l'eau. Donc vous savez qu'on vit sur un tapis de poussière, hein, si on n'enlève pas toute cette poussière qu'il y a sur les trottoirs. Il y a les encombrants. Justement, je fais aussi des 24 heures encombrants. Enfin bon... voilà, le métier d'éboueur est très vaste. Voilà, il y a beaucoup d'actions. Si on enlève les incivilités, on aura plus de temps pour s'améliorer dans la propreté.
Alors, ce qui m'a touchée dans votre parcours personnel, c'est que pendant 10 ans, vous avez été SDF. Et ça, votre expérience, il y a tellement en vous, j'en ai même des frissons, il y a tellement de bonté en vous, Ludovic, que pour moi, il était évident de vous inviter. Parce que vous êtes à la fois ce bonbon rose, bon là vous êtes bleu, mais vous voyez ce que je veux dire, au grand cœur, avec cette expérience justement, vous avez connu la rue, et en même temps vous avez fait de vos faiblesses quelque chose de positif et de fort, et de rassembleur, c'est surtout ça. J'ai toujours été positif. Parce que je sais que je savais pas pourquoi j'étais là, maintenant je sais pourquoi je suis là. J'étais rien, je suis devenu quelqu'un. Je suis devenu Ludovic Franc-Séché. Et ce Ludovic Franc-Séché, je l'ai cherché pendant ce temps, justement, de ma errance dans les rues. Et je suis fier de ce que je suis devenu. Et limite, maintenant, je remercierai les gens qui m'ont insulté derrière les camions, parce que voilà où j'en suis. Je suis devenu Ludovic Franc-Séché. J'ai écrit un livre qui est là. Et pas que, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Et je ne dis pas que je suis le représentant des éboueurs, jamais ça. Par contre, le représentant du vivre ensemble, jetons tous à la poubelle, c'est juste pour moi normal. Et apprenons ces gestes-là à l'avenir, à nos enfants, pour qu'eux ensuite reproduisent la même chose et qu'on ait enfin une planète propre. Je peux intervenir? Bien sûr, oui. Bien sûr. Il y a des choses fondamentales qui viennent d'être dites. Ne pas tout attendre des services institutionnels et qu'il faut des initiatives tout simplement personnelles et responsables. Déjà, soyons nous-mêmes dignes et propres. Il y a un truc que j'ai pas aimé. Ne fallait pas dire que vous n'étiez rien. Oui. Vous étiez qui vous étiez, qui vous êtes avant d'être celui que vous êtes aujourd'hui par l'écriture de bouquins. Ça a été dit, ça. Il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup gêné, qui m'a beaucoup révolté. Non, on n'est pas rien. Vous n'étiez pas rien. C'est seulement parce qu'à un moment donné, vous avez eu un accident de parcours que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est rien. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Et moi, j'ai eu une détestation pour ce type de discours qui dévalorise l'individu, qui reste important malgré tout. Et vous le prouvez parce que vous avez fait ce que vous continuez à faire. Exactement. Merci Jean-Pierre, parce que justement, j'ai focalisé sur ce rien. Mais vous avez parlé à ma place, dans le sens où à la fois c'est une fausse croyance, parce que c'est la société qui nous fait croire qu'on n'est rien, lorsque par exemple on est SDF et tout, alors qu'en réalité, nous sommes tous des valeurs de ce monde, et nos expériences font ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est grâce à ce que vous avez connu que vous êtes celui que vous êtes aujourd'hui, à la fois accessible, à la fois vous transmettez toujours des messages, vous allez aussi voir les jeunes, et ça c'est important d'aller voir les jeunes, c'est important de leur donner des messages positifs, de valeur, de respect de la planète. Il y a quelque chose aussi en fait qui m'a touchée, c'est que votre première expérience en tant qu'éboueur, on vous a craché dessus. Oui. Et ça en fait, quand j'ai vu ça et que j'ai entendu ça, je me suis dit mais comment on peut cracher sur une personne en lui disant « fais ton travail, de toute façon, tu es payé pour ça ». Non, non. Il n'est pas payé pour être craché dessus. Et ça, c'est le message que j'aimerais justement transmettre dans l'émission Tout en couleur, parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et je ne vous le dis pas parce que vous êtes là. Je vous le dis parce que vous êtes humain. Vous avez des valeurs. Et vous êtes hypersensible. Et c'est ce qui fait votre valeur. Et c'est vrai ce qu'a dit Jean-Pierre Colombiès. Voilà, il tient sur le S et pas le Z. Vous n'êtes pas rien. Et ça, c'est important. Donc, vous avez écrit ce livre. Plus tard, tu seras éboueur. Ouais. Donc, voilà. Hein, je vous conseille de le lire parce que c'est rempli d'histoires, d'expériences. Et il est important justement de donner des valeurs aux enfants. Ça, c'est très important. Je sais que vous allez parcourir Paris. Ça aussi, c'est une exclue. J'arrive plus à parler. Je suis tellement... C'est l'une des premières fois où je vais en parler. Voilà. Donc, voilà, c'est la première fois que vous allez en parler. Et donc, je vous laisse en parler. Alors, nous allons faire, ma petite équipe et moi-même, Paris-Marseille, à pied, donc avec un roule-sac, parce qu'un éboueur à Paris, il a un roule-sac pour collecter les déchets.
Et je partirai dans les mêmes conditions dans les boueurs pour rendre hommage à toutes les personnes qui s'activent dans la propreté dans le monde. Et on partira de Notre-Dame de Paris le 1er août à 10h, le point zéro, c'est important. Et on va passer par la Nationale 7. Si on ne peut pas, ça sera des départementales. On passera dans 14 villes. Et pendant 53 jours, notre arrivée est prévue pour le 23 septembre sur le Vieux-Port à Marseille. Il y aura ma maman qui va m'attendre, j'en ai les frissons. Et on sera donc 2 à marcher. On aura donc pour ramasser les déchets des 2 côtés de la route. Donc, j'espère que vous serez nombreux à l'arrivée pour voir la dernière pesée. Je pense que ça va être incroyable. Tout ça pourquoi? C'est pour sensibiliser à la propreté de la planète et à jeter à la poubelle. Mais aussi, vous savez ce qui s'est passé l'été dernier avec les feux, etc. Oui, ah oui. Ben là, on va distribuer des cendriers de poche pour soulager, espérons, les pompiers cet été, tout le long du parcours. Voilà. Donc, on va donner notre maximum. Et j'espère que vous nous suivrez en tout cas. Moi, j'ai le sentiment que vous allez partir à 2, mais que vous finirez pas. C'est ce que j'allais dire. Mon petit doigt me dit qu'il y aura plein de monde avec vous. Il y a peu de chance que vous finissiez à 2. Dans tous les cas, on va faire de grandes choses. Et si on est plus que 2 à ramasser, ben, ça sera très bien pour nos routes. Et j'espère qu'on va faire de grandes choses. Moi, je pense que déjà, vous faites déjà des grandes choses. Juste pour l'info, hein, un mégot de cigarette pollue combien de litres d'eau? Alors, vous avez des baignoires chez vous? Une baignoire, c'est 100 litres. À votre avis, combien de baignoires? 2. Pour un mégot? Un mégot, 5 baignoires. 5 baignoires. 500 litres. Un petit mégot, 500 litres d'eau. Donc, vous jetez malheureusement un mégot par terre, il pleut, etc. Ça va aller dans l'eau, ça va aller dans les caniveaux, etc. Parce qu'on ne peut pas tout le temps les ramasser, tout le temps les balayer. Ben, ça va polluer 500 litres d'eau autour de lui, tous les produits toxiques qu'il y a dedans, etc. Et après, il risque de se retrouver dans nos océans. Il risque. Il y en a qui sont stoppés bien avant, heureusement. Après, on peut parler de la bouteille en plastique si vous voulez. La bouteille en plastique, si vous la jetez par terre et que personne ne la ramasse, elle mettra 100 ans à 1000 ans à se désintégrer. C'est énorme. Hein. Le chewing-gum, c'est 4 à 5 ans aux UV. Ah ouais. Aux UV. Il faut savoir qu'avec les chewing-gums, on fait des semelles. Donc là, peut-être que nos élus pourraient imaginer des points de collecte pour collecter les chewing-gums, justement pour qu'il y en ait moins par terre, parce qu'on marche sur un tapis de chewing-gum. Bien sûr. Que ce soit dans les rues ou dans les gares, etc. C'est des petites taches grises, hein, c'est que des chewing-gums. Voilà. Et les bouteilles en verre, 4000 à 5000 ans. 4000 à 5000 ans. Là, il y a quand même pas mal de points de récolte. Alors, là, c'est un apport pour le verre, c'est un apport volontaire. À Paris, ils ont mis des bacs blancs avec des trous. Donc ça, c'est pour les particuliers. Mais sinon, il y a des grosses caisses. Et là, c'est un apport volontaire. Mais attention, il y en a beaucoup qui l'amènent. Ils les mettent à côté, mais ils ne les mettent pas dans les trous. Oui, c'est vrai. Mais elles sont souvent pleines. Enfin, moi, j'en ai une à côté de chez moi. Elle est souvent pleine. Et c'est vrai que les gens n'ont pas d'autres ressources que de le mettre à côté. C'est pas toujours de la mauvaise volonté, quoi. Non. Il faut parler un peu de positif aussi. Il y en a qui agissent. Exactement. Est-ce que je peux dire une Bien chose? sûr. En fait, ce qui est génial dans votre histoire, c'est que vous incarnez une vocation. C'est ça. Et le titre de votre livre est vraiment adapté à ça. C'est-à-dire que votre message, il est hyper cohérent par rapport à vous, votre histoire. Et je vous avouerai que moi, à chaque fois que je vais dans un pays étranger et que je vois les gens du nettoyage bien habillés, fiers, vous voyez, en Italie par exemple, et dans certaines villes, ils sont plus beaux que des grands sportifs. Hein. Et donc je me dis à chaque fois, mais ça c'est une super idée parce que les enfants voient des gens qui ont de la valeur. Et je pense que c'est important de faire passer ce message qui est génial pour nos enfants qui sont beaucoup plus sensibilisés. Je ne m'arrêterai pas à la France. Hein. Oui, voilà, c'est le monde entier. Je ne m'arrêterai pas à la France, sinon je ne m'appelle pas Ludovic Franséché. Ouais, il va nous faire le monde entier. Mais quand on voit qu'il y a des pays qui n'ont pas de service de propropreté, ils vivent dans des décharges, c'est incroyable de voir ça. Et moi, si je peux y mettre ma pierre à l'édifice pour pouvoir changer les choses, et qu'il y aura un impact, pas de mon vivant, mais on se rappellera de moi en tout cas. Il faut créer votre association. C'est fait. Ah bah voilà. Ça y est, elle s'appelle LOP, Ludovic Objectif, Planète Propre. Donc voilà. Et il faut des ambassadeurs dans tous les pays de votre association. Exactement. Et puis on y va. Exactement, merci. Merci beaucoup Ludovic Franséché. Ah, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Entre Franséché et Colombier.
C'est pas grave. C'est ma fête aujourd'hui. Bah justement, on va passer à la culture avec notre invité Jean-Pierre Colombiès, ex-policier, écrivain, comédien. Donc il vient aujourd'hui nous parler. Lui aussi, il a écrit un livre, donc auteur de 34 polices déconnexion. Mais avant de nous parler de son livre, on aimerait connaître votre parcours. Brièvement, parce que c'est trop long, mais en quelques mots. Je vais essayer de synthétiser. Moi, tout simplement, je suis rentré comme inspecteur de police dans les années 80. Ma vocation, parce que je pense que c'était vraiment une vocation, c'était l'enquête. C'était arrêter des voyous, des truands. C'était ça, c'était fondamentalement ça. Je voulais vivre ça un petit peu comme une prolongation d'un esprit de thriller et un peu romantique peut-être, mais en ayant parfaitement conscience que j'allais être confronté à quelque chose d'assez dur. À ce niveau-là, j'ai pas été déçu. Je peux dire que je me suis réalisé dans mon métier pendant plus de 25 ans et que par la suite, la politique a modifié la perception que j'avais de tout ça. C'est ça véritablement qui a motivé le bouquin, parce que j'ai eu quand même un parcours assez éclectique. 35 ans. 35 ans, j'ai fait 10 ans de stup, donc que ce soit au Quai des Orfèvres ou à Marseille, au SRPJ de Marseille, de brigades criminelles, de brigades d'atteinte aux personnes, où on travaillait essentiellement sur les violences dans les cités, les viols, les agressions sexuelles, donc c'est un sujet que je connais bien. Et puis après, une police de secteur et donc de confrontation à l'opinion publique, à la population. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de grands flics. Il n'y a pas de grands flics et il n'y a pas de petite police. Il y a tout simplement une police qui doit être républicaine et proche de la citoyenneté. Et malheureusement, au travers des programmations politiques, au travers des délires égocentriques de certains de nos gouvernants, on a cassé cet outil qui fonctionnait avec des imperfections, mais qui fonctionnait pas trop mal. Et au fur et à mesure, les politiciens se sont accaparés la police comme un outil de propagande politique, et c'était le motif de ce que j'ai écrit. Alors, quand on écrit un bouquin, c'est toujours un peu une thérapie. Je pense que ça. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Non, pas du tout. Il faut écrire, et je le dis à tout le monde, j'ai dit écrivez. Quoi que vous fassiez, écrivez, parce que vous devez témoigner de ce que vous avez connu, de ce que vous traversez. Même vous, Inda, si vous n'avez pas commencé à écrire, faites-le. J'ai écrit. C'est très bien, parce que on connaît des expériences, on traverse des choses, il faut laisser une trace, il faut témoigner. Il faut témoigner fondamentalement pour expliquer. Après, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde. Mais ça peut aider certaines personnes. Mais ça peut aider, il faut comprendre. Et ce que je dis partout où je passe dans les médias, le politique a pollué la plupart des institutions du service public jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on atteint une forme de paroxysme. Mais là, on déborde un peu peut-être du sujet premier qui était le bouquin. Ça fait partie de votre livre. Ouais, c'est pas loin de ce nous allons dépolluer, en fait. Oui, c'est pas loin. Déprogrammons, dépolluons, oui. Ça se rejoint, parce que la police nettoie aussi les ordures d'une société, d'une forme de société. On nettoie les écuries d'Augias derrière, parce que la société n'est pas humaniste. Il faut arrêter de croire que l'homme est bon par nature, c'est faux. Il y a des horreurs, il y a des horreurs qui se commettent, il y a des gens qui sont d'absolus crapules, hommes ou femmes du reste. L'homme et la femme sont capables des pires horreurs. On le voit actuellement avec ce procès qui va s'ouvrir à la fin de l'année, le procès de Monique Olivier. La nature humaine n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne par nature. Et c'est pour ça qu'il faut des lois, c'est pour ça qu'il faut des magistrats, c'est pour ça qu'il faut une police pour réguler tout ça et permettre le vivre ensemble, tout simplement. Bien sûr. Et après, écrire, c'était une prolongation dans ce qui a été ma deuxième vie. La deuxième vie de comédien, et j'ai du mal à m'extraire. Vous savez, j'ai beaucoup de mal à écrire de la comédie. Je n'arrive pas. J'adore jouer la comédie. J'adore jouer du faido. J'adore jouer quelque chose. J'aime le rire du public, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui me bloque, d'abord, il faut du talent. J'ai pas ce talent. Ah, attendez. Là, tout à l'heure, vous avez dit. Justement à Ludovic qui n'était pas rien, et là, fausse croyance, je n'ai pas de talent. Non, c'est moi qui rebondis. Pour moi, vous avez du talent, cher. Je sais pas, exactement. Comme disait l'inspecteur Harry, vous savez que Marlène Schiappa a cité Spider-Man. Moi, je vais citer l'inspecteur Harry. Pardon. Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry, l'homme sage connaît ses limites. Et écrire une comédie théâtrale, c'est énormément de talent. Il faut vraiment, ça s'invente pas. Et ça, je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc, ce que j'écris est souvent à la fois politique et dramatique. Et c'est vrai que j'ai écrit notamment un seul en scène. J'ai fait un seul en scène sur la Commune de Paris, parce que je suis un passionné d'histoire. J'ai écrit sur Shakespeare. J'ai écrit sur Richard III. Alors,
Richard III, je ne voulais pas faire un cours d'histoire aux gens qui allaient écouter ça, mais l'idée c'était de dénoncer les mensonges politiques, les mensonges de ceux qui écrivent l'histoire. Car l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs ou par ceux qui tiennent la plume. En général, ce sont les mêmes. Donc l'idée, c'était d'apporter de la réflexion, inviter ceux qui le liront, ceux qui liront ça ou d'autres choses, ceux qui sont venus me voir sur scène, c'était les inviter à se poser les bonnes questions sur les faits historiques et ne pas rester sur les versions officielles. Voilà, c'est amener à la réflexion et il faut que ce soit constructif. Hein, c'est pas nécessairement dépressif. Hein, l'idée, c'est pas de rendre les gens tristes ou dépressifs. L'idée, c'est de dire voilà, de les faire réfléchir. De les faire réfléchir. On vous présente des faits, on vous présente une version de l'histoire. Aller au-delà du discours politique qui, lui, n'a qu'un seul objectif, c'est restreindre votre capacité à réagir et à réfléchir. Fondamentalement, c'est ça. Mais sans prétention, parce que je n'ai pas le talent d'un Victor Hugo ou d'autres. Mais chacun, encore une fois, je vais rebondir. Hein. Chacun a son talent. On n'a pas à se comparer aux autres, puisque vous apportez. Vous voyez, nous sommes bourrés de fausses croyances. Et malheureusement, ce sont ces fausses croyances. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est être humble. Mais l'humilité, c'est aussi accepter justement ses propres richesses, ses propres capacités. Vous voyez, le fait d'avoir écrit ce livre, c'est-à-dire ces 34 polices déconnexion. À travers ce livre, vous avez l'histoire de plusieurs personnes que vous avez rencontrées. Ce sont des anecdotes plus ou moins douloureuses, des messages, des cris d'alerte. En même temps, il y a de la révolution. Non, je n'accepte pas ce qui n'est pas juste. En même temps, vous êtes aussi porte-parole de l'association UPNI Police. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on vous a... Comment dire, si on vous a choisi en tant que porte-parole, c'est parce que vos mots touchent et vos mots amènent à une réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais complètement, c'était le vecteur du principe. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, moi je suis le porte-parole de cette association de policiers qui n'ont pas la parole, justement, qui sont des artisans de la sécurité, une forme de prolétariat de la sécurité. Ces gens-là travaillent, ils sont sous la pression de leur hiérarchie, qui elle-même est aux ordres du politique. Et donc, on s'est rencontrés parce que je trouvais que ce qu'il faisait était courageux, très courageux. Je dis voilà, moi j'ai mis un point d'arrêt à ma carrière professionnelle. Policière, je peux vous proposer, je connaissais un peu les médias, je peux vous proposer de porter votre discours et de porter vos valeurs et de quelque part être un peu le lanceur d'alerte, la mouche du coche qui va aller sur les plateaux de télé ou de radio, et merci d'ailleurs de me recevoir et de pouvoir le dire, et de pouvoir expliquer aux gens la réalité des choses. Parce qu'il y a un discours politique, qui est un discours enjôleur, qui est un discours qui enrobe les choses avec beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de cynisme, très souvent, trop souvent, et on voulait être ceux qui allaient dire, attendez, on vous dit une chose, nous on va vous expliquer la réalité. Simplement. Et notamment, on le voit tous les jours, on parlait de Marseille, Marseille est dans une situation catastrophique, hein, des gamins se flinguent dans les cités. Ouais. Aujourd'hui, il y a 2-3 règlements de compte par semaine. C'est catastrophique. Et la seule réponse qu'on apporte à ça, c'est des compagnies de CRS. Et donc on fait partie, et je le dénonce régulièrement sur les plateaux ou sur Facebook, comme on le peut, en disant, mais non, on ne résoudra rien avec des gens en uniforme. Il faut bien d'autres choses, et si on veut de l'uniforme, il faut que cet uniforme soit porteur d'autre chose que d'une idée répressive. Mais c'est très compliqué parce que, au sein même de l'institution, on gêne, nous gênons, je gêne, bien modestement encore, et en face, il y a aussi parfois des interlocuteurs très démagogiques, je pense à certains membres de partis politiques très orientés, qui ne voient les policiers que comme un outil répressif, alors que ce n'est pas ça, ça ne doit pas être que cela. Je ne vais pas faire de l'anthropologie policière, hein, de l'archéologie policière, mais la police, fondamentalement, ne doit pas être consacrée uniquement à la répression. Il faut que ce soit aussi un outil de dialogue. Et ça existait avant les années 2000. C'est ce qu'on appelait une forme de police de proximité. Oui, c'est ça, exactement. Qui allait voir les jeunes dans les quartiers, qui parlait avec eux. Qui les avait vus grandir. C'était des jeunes, et c'était des policiers qui n'étaient pas astreints aux résultats. Suivez mon regard, je fais référence à cette période catastrophique qui est l'époque du sarkozysme triomphant, où il a été décrété que le policier devait être rentable et efficace, ce qui était une hypocrisie de langage absolue. Et on a complètement cassé cet outil de dialogue contre la police de proximité. Rappelez-vous cet épisode catastrophique à Toulouse où le directeur départemental a été humilié devant les caméras. C'était facile. Et voilà, on a cassé cet outil qui n'était pas un outil qui correspondait à la nouvelle politique de Nicolas Sarkozy, qui se voulait uniquement répressive. Et en même temps, il cassait l'outil judiciaire qui, lui, répond à un impératif de répression du crime. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Il faudrait presque un format
Rien que là-dessus, mais c'est en tout cas c'est ce qui a motivé le fait que j'ai, entre autres, que vous avez écrit justement ce livre 34 polices déconnexion. Voilà, pour expliquer à la fois mon parcours, mais à travers mon parcours. Et pas que le mien, mais d'hommes et de femmes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas un parcours solitaire. Parce qu'il faut savoir justement qu'il y a énormément de policiers qui se suicident aussi. Bien sûr. Dû à cette pression. Et aussi, encore une fois, on va parler de fausses croyances, de la police synonyme de justement racisme, police synonyme de très important justement de bien sûr. de comment dire, répression, bien police. sûr. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, on l'a vu justement oui, on montre des côtés qui font que ça crée encore plus le fossé entre la police et les jeunes. Complètement. Et non, aussi les citoyens. Non, mais vous mettez le doigt là sur un problème fondamental. Ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes est pour moi la pire des choses. C'est-à-dire que, et là, il faut arrêter de dire la police. Non, il faut dire les services d'ordre. C'est pas la même chose. Parce que la police, c'est aussi la police du quotidien. C'est celle que. C'est votre commissariat, hein, c'est les policiers de. C'est ça la vraie police. C'est les commissariats, c'est les petits policiers qui sont là, qui font leur job de proximité, qui travaillent en interconnexion d'ailleurs avec tous les services municipaux. C'est très important. Après, il y a le petit judiciaire et puis il y a le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre répond directement aux injonctions du politique. Et quand on dit. Didier Lallement, préfet de police, s'est comporté comme la pire des manières en rentrant physiquement contre les manifestants. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire Emmanuel Macron a mis en place une philosophie sécuritaire et une philosophie du maintien de l'ordre qui était nouvelle, qui ne se faisait pas avant, qui ne se faisait pas, qui était même contre-indiquée par rapport à ce qu'il fallait faire. Donc il faut mettre le politique face à ses responsabilités et le rendre responsable, et peut-être même devant les tribunaux à un moment donné, par rapport à ce que ça a provoqué. Il y a quand même des dizaines de personnes qui ont été très gravement blessées, et ça on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Des policiers aussi. Pardon ? Des policiers aussi. Oui, mais il faut vraiment avoir conscience que ce qui s'est passé a été voulu, ou du moins qu'on a laissé faire. Et ça, c'est catastrophique, parce qu'on a créé un fossé dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui, où chaque flic est visualisé, est vu et identifié comme un outil répressif et uniquement ça. Et il va falloir des années pour s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir d'ailleurs. Faire des spots publicitaires de sensibilisation, justement la communication. Oui, mais il ne faut pas qu'elle soit hypocrite cette communication. Non, pas hypocrite, mais bien sûr pas hypocrite, mais là je parlais vraiment de comment dire, du citoyen et du policier qui voit les côtés positifs. C'est-à-dire que quand on voit cette police qui va dans les quartiers, qui vont voir les jeunes, qui vont parler avec eux, ou alors quand on est victime par exemple d'agression, on est content d'avoir de la police. Absolument. Et de se dire ils sont là, ils écoutent tout à fait et pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que on va dire qu'il y a des policiers malheureusement qui ont fait des actes répressifs, comme il y a des citoyens qui ont fait des actes répressifs. Allons-nous condamner tous les policiers parce qu'il y en a un ou deux qui ont fait ça, ou allons-nous condamner tous les jeunes de quartier parce qu'il y en a un ou deux malheureusement qui ont défié la loi? Mais c'est ce que je dénonce aussi en expliquant que justement, en parlant des quartiers, qu'ils soient à Marseille, Grenoble, Lyon ou Paris, aux régions parisiennes, il faut bien avoir conscience que dans ces quartiers, vous avez une infinité vraiment très limitée d'individus qui pourrissent la vie à 90% des autres habitants, qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est vivre en paix et vivre tranquillement. Et un truc qu'il faut casser, un mythe qu'il faut casser, et qui est catastrophique, parce que c'est un vecteur très hypocrite de certains partis politiques ou certains courants philosophiques qui veulent catégoriser la police en disant, voilà, police fasciste, raciste. Je suis désolé, allez dans les commissariats, allez voir les patrouilles de policiers, vous allez voir la couleur qu'ils ont. Il y a de plus en plus de mixité dans les équipes de police, c'est normal, c'est logique, c'est la représentativité de la population, donc vous avez des patrouilles de police qui sont black blanc beurre, tout simplement. Alors dire que la police est raciste, ça veut dire que ceux qui sont d'origine maghrébine ou ceux qui sont d'origine africaine et qui sont devenus citoyens français, et ça a un vrai sens ce mot, la citoyenneté, alors c'est quoi? Ce sont des racistes, tous, uniformément. C'est une hypocrisie, une absurdité totale que de le dire. Il y a des débordements individuels, mais ces débordements sont sanctionnables quand ils le sont. Et il faut vous assurer que la police est une des institutions les plus surveillées et les plus contrôlées qu'il soit. Alors, ça n'empêchera jamais, et ça on en revient au problème de la nature humaine, qu'il y a des individualités qui commettent des erreurs, des délits ou des crimes. Eh bien, ils seront punis, tout simplement. Exactement. Et ben, écrivez une pièce de théâtre avec justement la police et des jeunes de banlieue et faites-nous. C'est une idée, mais vous savez, je suis open. Et quelqu'un qui vient balayer, je suis là pour vous. Oui,
il n'y a aucun problème. Ah oui, voilà. Ce serait très brechtien. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Bah, écoutez, vous voyez, on va lancer un appel. Voilà, lancer un appel. Allez, on lance un appel. Si parmi vous, un réalisateur, il y a beaucoup d'ailleurs de réalisateurs d'origine maghrébine, de deuxième ou troisième génération, qui font des films et qui font. On les connaît, ils ont un certain succès. Je me propose de participer à un de ces projets. Je suis open. Voilà, bah c'est très bien. Et nous aussi, nous sommes open parce que c'est important justement de déprogrammer toutes ces idées fausses, casser les limites et surtout de se dire, par exemple, les jeunes de banlieue, de toute façon, c'est tous des délinquants, des dealers, des machins et tout. Non, pas du tout. Au contraire, il faut dire, dans les jeunes de banlieue, eh ben, vous avez des perles rares. Et moi, j'en connais tellement. Et tous les flics ne sont pas d'affreux fascistes, racistes. Exactement. Et tous les flics ne sont pas exactement des racistes. Au contraire, et c'est pour ça qu'il faut déconstruire ça. Oui, bien d'accord. Et je pense que nous avons chacun notre mission. Oui. Ben voilà, c'est votre prochaine pièce de théâtre, on va dire. Voilà. Le jeune et le policier. Ouais, non, mais alors, sortir du schéma qu'on voit trop souvent au cinéma, du flic alcoolique dépressif. Oui, voilà. Enfin, voyons. Ben oui, mais malheureusement, ça plaît. Malheureusement, ça marche. Ça marche parce que, bon, malheureusement, comme vous le dites, on va dire, le métier de policier, c'est pas non plus si simple parce que, en même temps, ils doivent suivre les directives de l'État, mais en même temps, ils ont beaucoup de stress, énormément de stress, parce qu'ils sont constamment en conflit avec voilà, exactement, des agressions, des meurtres, des viols, un peu de tout, et ils doivent gérer avec tout ça. Donc c'est pour ça que c'est pas simple du tout. C'est moi, il y a des affaires qui m'ont très longtemps empêché de dormir. Ben oui, j'imagine. Des affaires auxquelles en y pensant, je pleurais tout seul, tout simplement, parce que ce à quoi on est confronté parfois, c'est terrifiant, quoi. Ça vous a affecté? Ah oui, complètement, oui. Mais des choses, pas nécessairement des règlements de compte ou des meurtres affreux, mais simplement des situations de vie. Moi, j'ai toujours en mémoire, on parlait de palmade, là, on se pensait à la mode, palmade. J'ai connu une affaire identique. J'ai traité exactement ce type d'affaire où un jeune, je ne vais pas dire un gros mot, il ne faut pas dire de gros mots. Non, pas de gros mots. Mais bon, on va le penser très fort. Avait volé une voiture et s'amusait à faire une course-poursuite. Et il est rentré de face dans une voiture conduite par une famille, papa, maman et 3 enfants. Et ben, le père et la mère sont morts. Et ces 3 enfants sont devenus orphelins. Cette affaire-là, j'y ai pensé pendant des années. Oui. Ouais, ça me marque énormément. Et ce n'est pas une affaire de grande criminalité. Il y en a d'autres, hein. J'en ai une en réserve de meurtre aussi. Mais celle-là m'a fait pleurer pendant des années. Ouais, voilà. C'est très dur. Oui, c'est très dur parce que vous êtes face aux enfants, vous êtes face à la famille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Et vous êtes vous-même parent. Et vous avez votre humanité et tout ça, mais ça, personne ne peut le ressentir et le vivre à votre place. C'est impossible. Bien sûr. Parce que personne ne peut avoir cette expérience à votre place. C'est vous qui l'avez vécu de plein fouet. Tout à fait. Et émotionnellement, c'est difficile. Oui. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? C'est ça. C'est exactement ça. C'est très dur. Surtout vous êtes seul face à vous-même, parce que personne ne peut le comprendre. Ouais. Ni votre compagne, ni vos enfants. De toute façon, vous les épargnez de tout ça. Vous les mettez de côté. Et c'est souvent la raison pour laquelle certains se mettent à boire, tout simplement, à picoler. Parce qu'à un moment donné, oui, il faut compenser. Et comment compenser? Et c'est vrai que l'alcool a souvent dans ce genre de contexte, un appui, ou du moins un échappatoire qui est très malsain, parce que vous risquez de tomber dedans. Bien sûr. Et c'est le piège, c'est un des pièges. Et c'est pour ça que vous avez effectivement des gens qui trébuchent et qui tombent. Jean-Pierre Colombiès. C'est pas très positif, ça, je reconnais. Non. Au contraire, non, au contraire. Ce qui est important, c'est de transmettre des messages. C'est une expérience que vous avez mis justement dans ce livre 34 polices déconnexion. Et c'est l'expérience. Vous avez été justement le porte-parole de beaucoup de policiers. Il y a beaucoup de souffrance, on le sent. Mais il y a aussi beaucoup de messages positifs. C'est qu'en tant que porte-parole, vous apportez un message de dire stop maintenant. Stop, il est important justement de pouvoir mettre en avant ce discours-là, de se dire il faut absolument qu'il y ait de la communication, parce que c'est important, et qu'on arrête cette violence verbale et qu'on arrête ces fausses croyances qui séparent les individus. Pour ça, il faudrait des personnalités politiques que nous n'avons pas pour l'instant.
Bon, on espère, on va faire un... Hein, c'est un constat, c'est un triste constat. On espère que ça éveille, justement. On n'a pas ça en magasin. Ça va peut-être réveiller. Ça va peut-être réveiller, on ne sait jamais. C'est compliqué en ce moment, c'est très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Moi, je suis partisane de garder, Inch'Allah, voilà, on garde espoir. Alors, où est-ce qu'on trouve, en fait, vos livres Alors, moi, c'est sur oui, bien sûr. Amazon, vous pouvez, ou à la FNAC. Partout, en fait. Voilà. Et moi, je n'ai pas trouvé d'éditeur. J'ai proposé mon manuscrit en auto-édition. Oui, je l'ai fait. Moi, j'ai été chez Edilivre, c'est l'éditeur du pauvre. Tout simplement parce que certains ne voulaient pas l'éditer. Je pense que j'y dis aussi des choses. Je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de certaines affaires qui sont un petit peu gênantes. Ouais, un petit peu délicates. Et je pense que certains éditeurs n'ont pas eu. Ouais, se sont dit on va le laisser dans son édition à lui. Moi, j'ai eu la chance qu'on est venu me chercher, donc du coup. C'est la maison d'édition qui Ludovic, on est venu vous chercher. C'est normal avec le chapeau bleu là. On ne peut que le remarquer. Ma fraise tagale avec Schtroumpf. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je vais vous emmener à l'instant coaching parce qu'on en a besoin de l'instant coaching avec notre coach, notre formatrice, Evelyne Bouillon. Aujourd'hui, elle va nous apprendre à dire non. Oui. Alors, comment on fait pour dire non, Evelyne? Eh bien, il y a tout un tas de processus, mais d'abord, je voulais faire un petit tour de table, si tu me permets. Bien sûr. Est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à dire non? Et dans quelle situation? Est-ce que vous voyez des moments... Il y en a une, là, la situation. Voilà. Professionnellement, oui, c'était très compliqué de dire non. Et quand vous le dites non, et ça rejoint la problématique du mal-être dans la police, oui, c'est quasi impossible. Ou alors vous vous exposez à la haine et tout simplement à des répercussions, des conséquences professionnelles très lourdes. Et vous, ça vous arrive de dire... Oui, alors moi, c'est pour... on me demande de l'argent dans la rue, donc j'ai beaucoup de mal à dire. Ah oui, c'est normal, vous avez votre histoire, bien sûr. Parce que je l'ai vécu. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai beaucoup de mal. Ah oui. Et Inda, ça t'arrive d'avoir du mal à dire non? Oh, ça c'était la Inda d'avant. La Inda d'aujourd'hui, elle sait dire non. Super. Ah oui, Donc, tu vas m'aider à faire passer les messages, du coup. Tout simplement, moi j'ai essayé de chercher un peu qu'est-ce qui faisait que c'était difficile de dire non. C'est vrai qu'il y a des moments où on est vraiment tous démunis. Et je me suis rendu compte à travers mon métier que c'était dû à plein de choses, plein de facteurs, les conditions, les personnes à qui on s'adresse, qui s'adressent à nous dans ces cas-là, les situations aussi. En fait, on va avoir du mal à dire non quand, par exemple, on est impressionné ou quand, par exemple, on dépend de quelqu'un. On a une relation proche, de qualité avec quelqu'un, on veut faire plaire ou simplement faire plaisir. Voilà. Par exemple, ce sont des freins classiques. Et donc, en gros, c'est quand on se sent pas à égalité avec quelqu'un ou qu'on attend quelque chose et on perd son décentrage. On appelle ça en coaching. C'est-à-dire qu'on n'est plus en cohérence avec soi-même et du coup, on ne sait plus comment réagir. Ça, c'est le mécanisme global. Ça vient aussi de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'un petit enfant qui se roule par terre dans un supermarché, il se passe en lui quelque chose d'assez violent. On lui a dit non, alors là c'est l'inverse, il essaye de gérer un non, une frustration. Et en fait, les parents, souvent en France en tout cas, vont consoler ou bien se fâcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est l'image de la famille qui est en jeu. Mais j'ai droit à tout ça. Voilà. Je faisais des crises de nerfs, ma maman elle craquait, et après elle disait oui. Eh oui. Ah ouais, ça sent la manipulation des enfants. Oui. Alors qu'en fait, la bonne méthode, si on avait le temps et si on était, formé à l'attente de l'enfant, aux besoins de l'enfant dans ce genre de situation de frustration, ça serait de laisser le temps à l'enfant de gérer ses émotions pour qu'il trouve la sortie lui-même, soit demander de l'aide à un adulte, soit négocier, soit en tout cas trouver en lui la force de passer à un autre stade émotionnel. Et on n'a jamais le temps de faire ça, ou c'est très difficile. Ça se fait dans les pays nordiques ou anglo-saxons, où c'est normal de laisser un enfant crier parce qu'on sait que c'est ça qui va l'aider le plus. Dans son développement? Ouais. Ça, après, c'est paradoxal parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas laisser l'enfant crier, sinon au niveau du cerveau, ça fait des complications et tout. Et d'un autre côté, il y en a qui disent qu'il ne faut pas laisser... c'est surtout, ça dépend, il y a tellement de théories. Il y a plein d'influences différentes, c'est vrai. En fait, le but, quand un enfant s'énerve tout seul, c'est qu'il vide ses émotions, qu'il les gère, en fait, du coup, après. Et donc, ça la nuit, c'est pas bien marrant. Voilà, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu ça à la maison et c'est vrai que c'est pas simple. Et donc, pourquoi est-ce qu'on empêche l'enfant de s'exprimer et de
faire son travail avec lui-même, c'est parce que ce qui prédomine en intention positive, c'est la socialisation. C'est qu'en fait, on va essayer avant tout d'apprendre à l'enfant à vivre en société. Ah oui. Donc il y a toujours une raison valable qui fait qu'on n'a pas forcément le comportement adéquat. Et donc on a un choix à faire et c'est ça qui est compliqué. Donc on apprend finalement en société avant tout à vivre ensemble avant de créer l'équilibre personnel de chacun. C'est ça la logique qui fait qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Et donc d'où ça vient le fait de ne pas dire non, entre autres tout cet historique que je viens de vous faire un peu évoquer, c'est le fait qu'on a du mal à poser ses limites. D'ailleurs, le mot limite en français est assez péjoratif parce que c'est un côté contrainte, alors qu'en anglais c'est boundaries et c'est un peu plus souple, c'est-à-dire que c'est une connotation positive qui est plutôt liée aux limites, aux frustrations. Ça va moins être le blocage, quoi. Et donc, quand on le dit en anglais, c'est plus valorisant et on comprend mieux ce que ça veut dire. Quand quelqu'un a du mal à dire non, c'est qu'il a du mal à poser ses limites. Il n'y a pas d'autre mot en français. Alors, quel type de limite? Limite, par exemple, de charge de travail, limite de respect de quelque chose, d'une loi, par exemple, limite d'un besoin, limite de mon territoire, limite de mes valeurs, de mes croyances. Comment est-ce que je défends, en fait, les limites autour de moi? Pour illustrer ça, pour que vous compreniez, savoir dire non, c'est exactement un peu comme un chien qui grogne. Un chien qui grogne, il vous explique très bien, tu avances encore de 3 cm il est pas content. Et ça va mal se passer. Oui. Eh bien, en fait, quand on dit non à quelqu'un, c'est ça qu'on ressent. On se met dans une position, on a l'impression qu'on grogne face à quelqu'un pour l'empêcher de marcher sur ses plates-bandes. Donc, du coup, on comprend mieux. Vous voyez déjà pourquoi c'est difficile de dire non. Ça remue beaucoup de choses compliquées à gérer. Et donc, comment apprendre à dire non? D'abord, c'est chercher en soi ce qui est légitime dans son non. Déjà, commencer par faire un peu de prise de recul. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dire non? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on respecte en moi ou en relation avec les autres? Et donc, c'est une forme de, d'abord, recentrage pour comprendre ce qui est important pour soi dans le fait de dire non. Première étape fondamentale. Deuxième étape, je conseille souvent de se déculpabiliser. Ah ouais. Le problème du non, c'est qu'on est coupable. Ou alors il faut justifier. Voilà, le fait de dire non, c'est comme si on fermait une porte, c'est comme si on donnait une fin de non-recevoir à quelqu'un, alors qu'en fait, dire non, c'est commencer à négocier. Au travail, je ne peux pas dire non, c'est pas possible. Ah bon? Non, vraiment. Pourquoi? Tout le temps, je suis là. Alors, je vais essayer de vous apprendre. D'accord? J'ai jamais dit non. Alors, écoutez-moi, vous allez peut-être être convaincu qu'il y a des moments où vous pourrez vous permettre de dire un peu non, d'une certaine manière, en écoutant ce que je dis. Mais déjà un peu, c'est déjà pas mal. Vous savez, ce qui est dur dans l'être humain, c'est le changement. On est des paquebots et on a tendance à se comporter toujours de la même manière, comme on a appris, ainsi de suite. Dès qu'on fait un petit changement, ça va mettre du temps, mais on change de direction. Et donc ça, c'est important de savoir qu'on peut se changer soi-même. Les autres ne peuvent pas trop nous manipuler, on est plein de protection, contrairement à ce qu'on croit. Mais en revanche, on peut se changer soi-même si on commence à négocier un virage. La première chose, c'est le fait d'exister soi à côté des autres, c'est une question d'équilibre. D'accord? Donc, quand on commence à poser ses limites, pas forcément dire non de façon violente, mais dire ça ne me convient pas, par exemple, ou c'est pas tout à fait OK pour moi, laisse-moi y réfléchir. Vous voyez, ça, c'est pas violent. Pourtant, c'est très important d'être capable de faire ça tout le temps parce que c'est pas l'idée de manger le territoire de l'autre, c'est l'idée de chercher une balance, en fait, entre son intérêt et celui de l'autre, entre sa forme de communication et celle de l'autre. Voilà. Et donc, la première étape, c'est ça, c'est vraiment introspection, réflexivité, qu'est-ce que j'ai envie de dire, pourquoi j'ai envie de dire non, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dire non. Deuxième chose, se déculpabiliser, je cherche un équilibre avec l'autre, j'ai une intention positive derrière. Troisième étape, trouver le moyen d'exprimer le non sans colère, sans association d'émotions négatives. Et donc c'est ça qui va aider une forme de négociation, ça va aussi légitimer votre besoin, ça va vous donner plus de moyens de dire des choses importantes pour vous, sans opposition marquée et donc sans conflit. Parce que la grande peur derrière ça, c'est le conflit. Oui. Exactement. Pourquoi on a peur de dire non? C'est qu'on a peur de provoquer le conflit. Et donc, souvent, on n'ose pas dire non, c'est juste parce qu'on a peur de ça. Donc, si on trouve un moyen de dire non d'une façon un peu diplomatique, ou en tout cas assez ferme pour le dire d'une façon cohérente par rapport à soi-même, on a déjà fait un grand pas.
Et il y a plein de méthodes pour ça. Mais vous avez compris le processus déjà. La première méthode, c'est donc prendre du recul, essayer de comprendre la demande de l'autre pour pouvoir légitimer la sienne. Donc, qu'est-ce que faut-il faire? C'est d'abord ne pas répondre à chaud. Différer. Dès que vous sentez une émotion négative dans une situation que vous aimeriez dire « non, j'ai envie de me fâcher », ça veut dire qu'il faut faire le tri et qu'effectivement, dire non tout de suite, ça va pas bien marcher parce que ça va être trop énervé et donc c'est pas idiot de se dire je vais pas dire non tout de suite. Par contre, différer, avoir des moyens de différer, dire je peux pas te répondre tout de suite, j'ai besoin d'y réfléchir. Pourquoi? Pour laisser son cerveau émotionnel, qui est plus lent que le cerveau rationnel, digérer et trouver la bonne posture, le bon endroit. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire? Ce que j'appelle le cerveau global instinctif, il a besoin de trier des milliers d'informations pour trouver la bonne réponse. Le cerveau rationnel dit, tu marches dessus, je vais faire la même chose et donc j'agresse. Ou le cerveau reptilien, en fait. Entre les deux, il y a le cerveau émotionnel qui fait tout le travail pour relier les deux. Et donc ce cerveau-là, il est lent. Il faut qu'il arrive à trouver la passerelle entre la cohérence rationnelle et l'instinct, j'ai envie de me battre, ou j'ai envie de fuir. L'instinct animal. L'instinct animal et toutes les étapes émotionnelles qui vont être toutes les nuances entre les deux. Vous comprenez pourquoi c'est lent? Donc, les vraies raisons, ça fait partie du travail émotionnel. Les vraies raisons qui font qu'on a envie de dire non. Et ce qui freine, c'est aussi des raisons émotionnelles. Je ressens de la gêne, je ressens de la frustration, de la honte, de la colère. Donc, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Il faut prendre du temps sur soi pour faire le tri. Et qu'est-ce que j'ai envie de demander vraiment en profondeur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça prend du temps. Donc, différer. N'essayez pas de savoir pourquoi aussi. Un autre conseil tout simple. Le pourquoi est une question stérile dès qu'il s'agit d'émotionnel. Parce qu'on va appeler que des raisonnements rationnels et on n'aura pas la bonne réponse. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Quels sont les facteurs qui font que je réagis comme ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que les autres, comment ils m'influencent? Qu'est-ce qui se passe? Le pourquoi est stérile car il culpabilise et il donne uniquement accès à des raisons de cause à effet, de cause rationnelle, morale. C'est ce qu'on appelle en coaching le « il faut, il y a qu'à faucon ». Si on pouvait tout résoudre avec des raisonnements rationnels, on changerait le monde beaucoup plus vite. Ce qui perturbe beaucoup, c'est la gestion des émotions et le fait qu'on n'arrive pas à s'analyser ou à analyser la situation. Et c'est ça qui bloque. Donc, vous pouvez ensuite travailler des phrases. Evelyne, un dernier mot, il reste 10 secondes. Oui, pardon. Être plus clair, précis, partir d'observation, clarifier tout ça. C'est que les Anglais ont un peu, pour aller dans la continuité, les Anglais ne disent pas non. Très peu, Après, il y a des cultures. Ils ont toujours des formulations. C'est ça. Votre demande ne serait peut-être pas la plus adaptée. Il faut effectivement. Oui, c'est pas bête d'être diplomate. Et bien nous, on va apprendre à dire non parce que là, c'est la fin de l'émission et on pourrait parler pendant longtemps de ce non. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette très belle émission tout en couleur. C'est vraiment du bonheur. Evelyne, merci. Jean-Pierre, merci. Colombiès, voilà. Ludovic Francesche. Je ne sais pas pourquoi je vais Francesche. C'est d'origine italienne. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission tout en couleur sur RTV. Apprenez à dire non. Au revoir.